1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Whiplash est l'une des plus belles baffes cinématographiques que j'ai reçues dans la tronche ces 5 dernières années, et il fait déjà partie des films comme Pulp Fiction, Le Parrain ou Les Affranchis, que j'ai vu un nombre incalculable de fois mais que je ne peux m'empêcher de regarder jusqu'au bout si je tombe dessus. Alors, comme à peu près tout le monde, je trouve sa mise en scène irréprochable, et comme à peu près tout le monde, je suis complètement hypnotisé par le magnétisme des deux acteurs principaux que je pourrais regarder jouer sans fin. Mais il y a quelque chose qui me touche plus profondément dans ce film, et qui est cristallisé dans un plan précis que je trouve particulièrement marquant. Mais avant de vous parler de ce plan, une mise en contexte s'impose. Whiplash raconte l'histoire d'Andrew, musicien talentueux qui est déterminé à devenir le meilleur batteur de sa génération. Andrew a réussi à intégrer l'une des meilleures écoles de musique du monde et s'est fait repérer par Terence Fletcher, professeur aussi craint que respecté. En effet, Fletcher est régulièrement distingué pour la qualité du jeu de ses élèves, mais ses méthodes d'enseignement relèvent littéralement de la torture. En effet, il estime que les génies musicaux ne se révèlent que s'ils sont poussés dans leur dernier retranchement, et il considère que ce serait une tragédie de priver le monde de ces rares génies musicaux. Pour lui, c'est donc un devoir de faire éclore ses talents par tous les moyens possibles. Dans son esprit, il les brutalise pour leur bien. Le film est donc construit sur la relation entre Andrew et Fletcher, deux personnages en quête. Andrew est le jeune plein de rêves, prêt à encaisser la violence de Fletcher si ça peut lui permettre de devenir exceptionnel, et Fletcher est le vieux désabusé qui en a vu passer des centaines comme Andrew avant lui. En fin de course, Fletcher commence à se dire qu'il ne réalisera jamais son rêve de donner naissance au plus grand génie musical de son temps, à tel point qu'on se demande s'il violente ses élèves pour les faire avancer ou s'il les sadise par mépris, comme s'il leur en voulait de ne pas être les musiciens providentiels qu'il a attendus toute sa vie. Le film se construit donc sur la dynamique de ces deux énergies qui s'entrechoquent dans une montée en tension fascinante. Ces personnages sont comme deux matières explosives lancées l'une contre l'autre. Fletcher est un peu comme de la nitroglycérine, une matière instable qui explose dès qu'on l'agite, et Andrew, qui essaie de canaliser toute sa rage, est une sorte de bombe à retardement qui menace d'exploser à tout moment. Le film se termine donc dans un final dantesque qui est l'une des scènes les plus intenses que j'ai vues de ma vie et dans laquelle le génie d'Andrew explose enfin à la face du monde. Ce qui fait la saveur de Whiplash, c'est donc l'immoralité et le cynisme de sa conclusion, puisque les méthodes de Fletcher finissent par prouver leur efficacité. À la sortie du film, on est donc un peu hébété, enivré par la maestria de ce final, mais assommé par son intensité et par la quantité de questions qu'il soulève. Est-ce que le génie ne naît que dans la souffrance, et dans ce cas est-il souhaitable de chercher à devenir génial ? Doit-on abandonner une part de son humanité pour atteindre l'excellence ? Ou est-ce que ce besoin de dominer les autres n'est pas justement tout ce qu'il y a de plus humain ? Combien de génies sommeillent alors dans le monde ? Et est-ce que tous les génies sont des masochistes ? Est-ce que les gens qui veulent notre bien sont les mieux placés pour nous aider à nous accomplir ? Dans ce cas, quel est véritablement le rôle des parents ? Et plus profondément encore, le film nous interroge sur ce que veut dire pour chacun de nous l'expression « réussir sa vie ». En plus de toutes ces questions, Whiplash nous laisse dubitatifs quant au message qu'il souhaite véhiculer, si bien qu'on peut avoir des interprétations du film complètement contradictoires. Certains y verront par exemple en sous-texte une relation homosexuelle sadomasochiste refoulée entre les protagonistes, d'autres y verront peut-être une apologie de l'individualisme. On pourrait aussi estimer que le film est progressiste puisqu'il montre symboliquement un héros élevé par deux hommes. Ou bien à l'inverse, si on s'appelle Éric Zemmour, on pourrait y voir une dénonciation de la féminisation de la société, avec un héros élevé par un père dévirilisé et maternant, qui se cherche du coup une indispensable figure d'autorité masculine. On peut également estimer que le film dispense une morale complètement archaïque, puisqu'il justifie l'utilisation de la violence dans l'éducation des jeunes, ce qui fait penser au débat récent autour de l'interdiction de la fessée par exemple. Ou encore à l'inverse, on peut considérer que le film s'inquiète de la fascination qu'exercent de plus en plus les figures autoritaires sur les jeunesses occidentales actuelles qui se laissent abuser par des leaders qui leur promettent de faire d'eux des gens exceptionnels. La militarisation d'un style musical libre et fougueux comme le jazz servirait alors comme une métaphore de la mise au pas de la jeunesse. Et si on considère que le but de ces jeunes est de devenir une élite, dans le but de plaire à une caste qui rejette la moindre impureté, on peut même aller jusqu'à y voir un parallèle avec les jeunesses hitlériennes. Bref, je trouve toutes ces pistes de réflexion super intéressantes et je pourrais débattre pendant des heures des messages politiques de Whiplash et de ce qu'il dit sur l'état du monde. Mais ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est de ce qui se joue dans le film à une échelle beaucoup plus intime. Ce qui nous amène donc au plan qui va nous intéresser, qui se trouve dans le climax final. À ce moment du film, Fletcher vient de faire un dernier coup bas à Andrew pour qu'il soit grillé à vie dans le milieu du jazz. Andrew se ridiculise alors devant les professionnels du milieu et sort de scène complètement anéanti.
Puis il revient enragé, défie l'autorité de Fletcher et se met à jouer comme il n'a jamais joué de sa vie. La tension est alors à son paroxysme, Fletcher essaie bien d'intervenir mais se fait à chaque fois renvoyer dans ses 22, quand soudain il se passe ça. Ce plan est bon pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un moment pivot, c'est à partir de là que la scène bascule vraiment, passant du duel à l'osmose. Ce qui est amusant d'ailleurs puisque la pièce qui fait basculer la cymbale en se desserrant est littéralement un pivot. Et cette cymbale qui servait un peu plus tôt à Andrew pour chasser Fletcher est finalement l'élément qui va les rassembler. Puis à partir de ce moment, les deux personnages sont à l'unisson. Ils parviennent chacun à atteindre leur rêve en se servant de l'autre. Mais ce que je trouve vraiment génial dans ce plan, c'est qu'il me fait penser à ça. Come forward. Come forward. Slowly. Ooh. Slowly. Ce geste de Fletcher est particulièrement fort parce qu'il a quelque chose de paternel et que nous l'interprétons donc immédiatement comme un geste d'amour et de protection, ce qui est surprenant venant d'un mec que l'on considère depuis le début du film comme un véritable salopard. Ce plan confirme donc la complexité du personnage de Fletcher qui se révèle moins unidimensionnel qu'on pourrait le croire. Il nous confirme aussi la complexité du rapport qu'il entretient avec ses élèves et donc avec Andrew. En effet, quand on regarde le film une seconde fois, on se rend compte que la cruauté de Fletcher ne se manifeste que lorsqu'il est dans son rôle de prof. En dehors de ces moments, pendant les temps de pause par exemple, l'humanité de Fletcher transparaît. Et lorsqu'il apprend la mort d'un ancien élève, Fletcher est véritablement dévasté. Le film nous laissait penser jusque-là que cette humanité était feinte, mais en un seul plan, il nous affirme le contraire. Et il nous confirme aussi la véritable complicité entre Andrew et Fletcher, qui transparaît par bribes tout au long du film, comme une sensation que dans le fond, les deux personnages se comprenaient mutuellement. Il y a donc une satisfaction immédiate dans le fait de voir ces deux personnages s'accomplir. Satisfaction qui est aussitôt contrebalancée par un plan sur le père d'Andrew, laissé à la porte de la salle qui assiste à la scène depuis l'extérieur. Parce que quand on y pense, ce à quoi assiste le père d'Andrew, c'est à la fois au triomphe de son fils, mais aussi au triomphe de celui qui a maltraité son fils, et qui en plus se permet d'usurper son rôle de père sous ses yeux. Dans ce final, on est donc comme le père d'Andrew à ne pas savoir si l'on doit être heureux, inquiet ou énervé. D'ailleurs, le film aura le bon goût de ne pas nous donner la réponse, et c'est précisément pour ça que je l'aime. Parce que j'attends du cinéma qu'il joue avec mes émotions, tout en me faisant réfléchir. Et c'est justement ce que fait Whiplash. C'est un film éprouvant, mais qui me donne la sensation d'être un peu moins con à chaque fois que je le regarde. Ou pour le dire autrement, Whiplash est un film qui nous brutalise, mais pour notre bien. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.